Entre deux courses, les passeurs de sel se terraient dans les bois, à l'abri des indiscrets et des gabelous. Seuls quelques bûcherons et fagotiers connaissaient leurs repères. De temps à autre, Philibert et ses hommes prenaient le risque de sortir de leur tanière pour courir les hameaux et céder du sel de contrebande aux paysans à un prix bien inférieur à celui vendu dans les greniers à sel. Il leur arrivait de trafiquer dans les bourgs avec tel boucher ou tel aubergiste qui avait leur confiance, à l'image de Célestin Mafflier, un tavernier des environs de Saintes, chez qui Philibert avait ses habitudes. La gargote du couple Mafflier était située à 1 heure de marche du premier bourg, en lisière de la forêt de Saintes, qui offrait le bois de chauffe à Radegonde, l'épouse acariâtre de Célestin, dont la tâche principale, entre deux râles, consistait à préparer une pitance aussi roborative qu'indigeste aux rares voyageurs de passage qui osaient franchir le seuil de cet établissement à l'allure de masure. 2 jeunes femmes du village voisin, Aurore et Éponine, venaient aider le couple à servir la clientèle constituée essentiellement d'habitués auxquels Célestin faisait régulièrement crédit. Pour compenser ses largesses et subvenir aux besoins de son ménage, Célestin s'adonnait à divers trafics en cachette de sa mégère. Ce soir de juillet, la taverne est particulièrement animée. Attablés à boire une mauvaise piquette coupée à l'eau ou du cidre au goût terreux, certains clients entassés sur des bancs fatigués jouent au dé, d'autres palabrent dans un amphigouri d'ivrogne en s'abreuvant d'injures. Les servantes virevoltent de table en table pour servir gobelets et chopines, l'une jetant un œil aguicheur aux clients sans distinction d'âge ou de fortune, l'autre plus farouche, se faisant attraper la taille par un vieil ivrogne édenté au regard vitreux, sous le regard amusé du tenancier. « Jour de Dieu! Tu m'as encore eu, vieux goupil !» s'exclame le vieux Pancrate, en jetant les dés sur l'échiquier posé devant lui sur la table. « Je te l'ai dit, j'ai toujours eu de la chance au dringuet !» ricane Adrien, le bûcheron coutumier de ce jeu ancestral. « Célestin, je te préviens, c'est la dernière fois que ces ribauds mettent les pieds dans notre taverne !» s'emporte Radegonde. « Regarde-les se vautrer dans le péché !»« Le péché ? Comme tu y vas, mamie !» lui répond Célestin, un cruchon vide à la main. « Mon mari, tu sais combien l'Église réprouve les jeux de hasard. Ils vont nous attirer la colère divine. » Dévote à l'excès, Radegonde n'ignorait pas que les jeux étaient interdits par l'Église, surtout les jeux de dés, jeux de hasard par excellence. En effet, un dimanche que la bigote était à confesse, le chapelain lui avait confié dans un galimatia encombré de latin que le concept de hasard s'opposait à la volonté de Dieu, et qu'elle ne devait en aucune manière tolérer dans son estaminet les jeux de dés que le calotin associait volontiers à la paresse, l'un des 7 péchés capitaux. Depuis, la bondieusarde s'était mise en devoir de chasser cartes et dés de son établissement, pensant ainsi s'assurer une place confortable à la droite du père le jour du jugement dernier. Tout en récurant ses marmites graisseuses et en radotant ses patenôtres, elle scrutait sa taverne de son regard de busard pour débusquer tel joueur de dés et le flanquer à la porte. Apercevant Aurore batifoler avec un client aux pognes baladeuses, Radegonde fulmine en devenir écarlate. « Et notre servante me regarde la folâtrer avec ce drôle. Comment peux-tu tolérer pareille débauche ? Oh, Radegonde, tu vois le mal partout. Tu sais combien il m'importe de bien soigner la clientèle pour qu'elle délie sa bourse et vide nos cruchons, susurre Célestin à l'oreille de sa femme. Oh, mais tu vas voir qu'elle va nous tomber sur le dos et se faire une bosse au ventre. Oh, mais tu m'échauffes les oreilles à la fin. Pourquoi donc grinches-tu de la sorte ce soir, ma femme ? Eh bien, de savoir que ce brigand de Philibert va passer tantôt avec sa bande de malandrins, cela ne me dit rien qui vaille, voilà. Car la dernière fois qu'ils se sont attablés séants,
Ces vauriens étaient tellement ivres qu'ils ont mis la taverne sans dessus-dessous. Un vrai charivari. Certes, mais Philibert nous a dédommagés en sac de sel, tente de tempérer Célestin. De contrebande, oui. Il finira bien par tous nous faire pendre, maugrit Radegonde. La corde qui me pendra n'est pas encore tressée, rugit une voix de stentor venue du dehors, laissant coite Radegonde. À ces mots, tous les regards convergent vers l'embrasure de la porte où se tient Philibert, flanqué de 2 de ses hommes armés d'une dague chacun. D'un coup, les clients de la taverne se lèvent et poussent des cris de joie, tandis que les contrebandiers s'engouffrent dans la taverne, portant sur leurs épaules des sacs de sel. Célestin se précipite vers Philibert pour lui donner une chaleureuse accolade, sous le regard courroucé de Radegonde. « Oh non, vous allez encore tout crotter, se désole Éponine, l'une des 2 servantes. »« Me laisse donc, Jeunette, rétorque Célestin, et va plutôt quérir chopes et pichets, moi je m'en vais tirer mon meilleur vin. » Les passeurs de sel prennent leurs aises et s'attablent, vidant les chopines que Célestin leur tend, vociférant joyeusement avec les clients bien contents de côtoyer ceux qui font la nique au roi. Pourtant, en les regardant de près, on imagine malaisément ces jeunes hommes tenir tête aux gabelous fortement armés, tellement ils font peine à voir. Hirsutes, la plupart vêtus de guenilles, visiblement mal nourris et fatigués, les corps meurtris et couverts de cicatrices. On devine une certaine fragilité sous leurs airs bravaches. La plupart n'ont plus de famille et ont vécu très jeunes de la charité ou de l'arçin avant de rejoindre cette troupe de fauçonniers qui, loin de leur apporter la fortune et la sécurité, leur permet tout juste de survivre au sein d'une communauté où règne un esprit de solidarité et de loyauté. Ce sont encore des enfants, persuadés que le fauçonnage fera d'eux des hommes. Philibert règne sur cette cour des miracles saintongeaise, avec une bienveillance fraternelle. Inconsciemment, sa charge sacrificielle est de mener ces jeunes hommes, non pas à la victoire finale, puisque leur épopée se terminera inéluctablement par une mort cruelle, mais à la respectabilité éternelle à laquelle a droit tout être se battant pour sa terre et pour sa liberté. Car ne vous fiez pas à leur allure de fiers à bras au verbe haut. Les passeurs de sel ne sont pas de simples fauçonniers attirés par l'aventure et l'appât du gain, hein. Ce sont avant tout des saintongeais, amoureux de leur contrée de Marais-Salant. Ils constituent le bras armé de ce peuple de croquants, croulant sous les taxes, qui n'aspirent qu'à vivre des fruits de leur labeur. Ils sont tout à la fois le courage, la fierté et le désespoir des opprimés. Ils sont la flamme dans la nuit qui évite de sombrer dans le précipice. Ils sont cette petite lueur d'espoir à laquelle se raccrochent tous ceux qui ont renoncé à croire en Dieu parce qu'il a oublié que son fils était pauvre, comme eux. Ragaillardi par la vinasse, Philibert plaisante en vidant des godets, entouré des clients de la taverne, avide d'anecdotes savoureuses concernant les dernières expéditions de leur héros et de sa bande de malandrins. Apercevant Éponine, l'une des 2 servantes, l'intrépide gaillard à la longue tignasse bouclée se lève d'un bond, fond sur elle, tel un loup sur sa proie, et la prend par la taille. « Éponine, ma douce, quel ravissement de revoir ton joli minois de biche aux abois. Gibier de potence, je te connais bien, va. Tu sers les mêmes fadaises à toutes les péronnelles que tu rencontres, lui rétorque la jeune femme en tentant de desserrer son étreinte. Attends un peu que ta Jeanne la prenne. » En entendant prononcer le prénom de sa légitime dulcinée, Philibert se renfrogne, mais ne desserre pas pour autant son étreinte sur la jouvencelle effarouchée. Jeanne est partie en ville chercher quelques remèdes chez l'apothicaire pour la vieille Célestine. Elle ne reviendra pas de sitôt, lui répond Aurore, l'autre servante qui s'est amourachée du contrebandier depuis fort longtemps. Puis d'un ton enjôleur, elle reprend. « Philibert, viens plutôt me narrer tes nouveaux exploits. Pendant que je boirai tes paroles, je remplirai ton godet. »
Ah, toi au moins tu sais parler aux hommes, ma belle, lui répond Philibert, délaissant Éponine au profit d'Aurore qui l'entraîne dans un recoin mal éclairé de la taverne. Tandis que la donzelle délace la chemise du jeune homme en le couvrant de baisers sous le regard furibond de Radegonde, le vieux Pancrace apostrophe le chef de bande. Philibert, fais-nous donc le récit de ta dernière algarade. Raconte comme tu sais si bien le faire ton nouvel acte de bravoure. Allez, ne te fais pas prier, surenchérit Célestin, qui a toujours aimé entendre Philibert narrer ses aventures, même s'il sait que le quart du tiers de la moitié de ses histoires ne sont que le fruit de son imagination. Oh, mais ce n'est guère dans ses habitudes, persifle Radegonde. A-t-on déjà vu un coq refuser de chanter? Un à un, les clients se lèvent et interpellent le chef de bande. Tous réclament le récit de la dernière équipée des passeurs de sel. Trop orgueilleux pour laisser passer l'occasion de narrer ses exploits, Philibert délaisse Aurore qui se laisse choir sur les genoux du vieux Pancrace et regagne le centre de l'auberge en laçant sa chemise débraillée. Tandis qu'il s'assied sur le rebord d'une table, ses hommes et les clients prennent place autour de lui, Célestin s'assurant une place de choix pour écouter son héros. Seuls Radegonde et Éponine restent à l'écart, bien décidés à ne pas accorder d'importance aux affabulations du jeune prétentieux. Puisque vous insistez, commence Philibert, voici donc le récit de notre dernier équipé mené glorieusement contre les affameurs du peuple. Le jour d'avant-hier, alors que l'Angélus n'avait pas encore sonné, tiens, n'était-il pas plutôt midi? Le soleil était déjà haut dans le ciel, l'interrompt d'un air faussement incrédule Gros René, l'un de ces hommes que d'aucuns sous Cap surnomment Corgnon en raison de son œil borgne. Mes compagnons et moi quittâmes notre sombre repère où nous nous cachions depuis 3 nuits, poursuivis par les terribles soudards du gouverneur, poursuit Philibert sans prêter attention à Gros René vautré sur un banc. Faut dire aussi qu'avec ta Jeanne à nos trousses, il valait mieux ne pas se montrer, s'amuse Simon le regard espiègle. Un grand éclat de rire se fait entendre, interrompant le récit de Philibert. Tous savent ici que Philibert est un impénitent coureur de jupons, et qu'il passe autant de temps à fuir sa promise que les gabelous lâchés à sa poursuite. Passablement courroucé, le jeune homme reprend. On nous avait indiqué le passage d'un important convoi de sel à la fourche des 3 Cornets. Au lieu dit, nous prîmes position, prêts à en découdre, nos piques affûtées, quand nous vîmes surgir au loin dans un nuage de poussière une trentaine de cavaliers armés jusqu'aux dents. Ah bon? Je n'ai compté que 3 gendarmes à pied tout juste munis de dagues, s'esclaffe Gaspard, provoquant de nouveau l'hilarité de l'assistance. Philibert jette un regard furibond à son homme de main et poursuit son histoire. Une trentaine de cavaliers armés jusqu'aux dents, disais-je, qui chevauchaient dans notre direction, escortant vers le levant de lourds chariots remplis de sel. Cornebouc, il n'y avait qu'une pauvre charrette tirée par un pauvre âne bien fatigué, souffle petit Guillaume, juché sur les marches de l'escalier montant à l'étage où loge le couple Mafflier. Quelques clients étouffent un rire, tandis que Célestin engage son protégé à poursuivre sa narration. Nous arrêtâmes le convoi, puis un combat sanglant s'engagea, et au péril de nos vies, nous dûmes... Au péril de nos vies? Es-tu certain de parler de notre escapade d'avant-hier? Interroge Godefroy sur un ton goguenard. N'y tenant plus, Philibert laisse exploser sa colère et bondit sur la table pour saisir par le col le jeune importun qui a osé l'interrompre. L'assistance retient son souffle. Vertuchou, à qui a-t-on demandé de faire le récit de notre périple, vous ou moi? S'insurge Philibert. Ah, tu parles d'un périple, persifle Gros René. J'enrage, fulmine Philibert. Oh, ça ne fut pas Marignan, certes, mais ce fut une belle prise en vérité. En vérité, tu n'es qu'un menteur, Philibert d'Angély. Celle qui vient d'oser prononcer cette sentence implacable en faisant une entrée tonitruante dans l'auberge, c'est Jeanne, la promise de Philibert. Une sourde colère se lit sur sa jolie frimousse, sur laquelle ondule une mèche rebelle. À sa vue, tous se figent, médusés, quêtant une réaction de Philibert, qui manque de s'étrangler en la voyant fondre sur lui
comme une buse sur sa proie. « Jeanne, ma douce colombe, je te croyais partie en ville, balbutie le jeune homme qui semble avoir perdu de sa superbe et recule à tâtons comme pour chercher une issue. Il suffit! Des semaines que tu ne donnes pas signe de vie, que je me ronge les sangs en me demandant sur quel gibet ta misérable dépouille peut bien pourrir. Eh bien, comme tu vois, je suis toujours sur mes deux jambes, la tête sur mes épaules, tente vainement de la rassurer Philibert, qui se retrouve à présent acculé le long d'un mur aveugle. Plus pour longtemps, mécréant, s'emporte Jeanne. Te rends-tu compte? Ce sont les commères du village qui me rapportent de tes nouvelles, quand ce n'est pas le curé ou le colporteur. Tes menus freudaines et tes frasques piteuses, sans oublier tes incartades avec toutes les drôlesses qui croisent ta route. Oh voyons, Jeanne, mon cœur n'appartient qu'à toi. Et tes tripes aussi, viens là que je t'ouvre la panse. Joignant le geste à la parole, Jeanne saisit un coutelas qui traînait près d'une écuelle et s'avance vers son homme d'un air menaçant. Tous reculent en poussant des cris d'effroi, sauf Célestin, qui ose s'interposer et saisit le bras de la jeune femme. « Allons, ma belle, pas de ça chez moi !» s'insurge l'aubergiste. « Laisse-moi, Célestin, laisse-moi saigner ce pourceau !»« Mais calme-toi, Jeanne, c'est le père de ton enfant à naître !» argumente le brave tenancier qui réussit à la désarmer en douceur. « Mais justement, ce petit aura besoin d'un père en vie, pas d'un héros pendu au bout d'une corde !» répond Jeanne, des sanglots dans la voix. « Philibert, tu m'avais promis de cesser tes rapines et de m'épouser avant la naissance de notre enfant. Tu m'avais promis que nous allions quitter la Saintonge pour ouvrir une auberge. Quand tiendras-tu ta promesse? Quand? Quand le sel des marais aura fondu, rétorque Philibert d'un ton bravache, tout en s'enfuyant lâchement par la porte menant vers l'écurie sous les rires et les quolibets des clients. Les hommes de main de Philibert le suivent dans la nuit sans demander leur reste, regrettant toutefois de devoir délaisser les pichets de ce bon Célestin. À bout de nerfs, Jeanne s'effondre en pleurant, réconfortée par Éponine. Voyant son mari s'apprêtant à remplir les chopines de tous ces soifards encore attablés, et redoutant une nouvelle nuit d'ivresse, Radegonde prend les choses en main, et contre toute attente, décide la fermeture de l'établissement. Célestin raccompagne les traînards avinés jusqu'à la porte, puis barricade celle-ci pour la nuit, laissant sa femme et Jeanne gagner leurs couches respectives à l'étage.